Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le lundi 9 février 2026, épisode 574. Et au sommaire de cette édition, du 9 février, nous avons une fuite de données chez Substack, un incident de sécurité qui datait d'octobre 2025 et expose les données de contact de milliers d'utilisateurs. Exploitation active de SolarWinds Web Helpdesk, des acteurs malveillants détournent des outils de Digital Forensics pour établir des infrastructures de command and control. Alerte sur les solutions Ivanti, la Commission européenne victime d'une intrusion via des failles 0D dans sa gestion de flotte mobile. Espionnage à Singapour, le groupe APT-UNC 3886 infiltre le secteur des télécommunications en ciblant les environnements de virtualisation. Pourquoi les optimisations agressives de GCC 15.2 neutralisent les protections contre les side channel attacks? Intéressant. Et enfin, nous finirons avec l'infrastructure de l'IA, une analyse du noyau Linux comme système d'exploitation pivot pour les accélérateurs matériels NVIDIA Vera Rubin. Mais entrons immédiatement dans tous ces sujets. Selon une information rapportée par The Verge, la plateforme Substack a confirmé avoir subi une fuite de données impactant les adresses e-mail et les numéros de téléphone de certains utilisateurs. L'incident, survenu initialement en octobre 2025, n'a été détecté par les équipes de sécurité que le 3 février dernier. D'après les déclarations du CEO Chris Best, un tiers non autorisé a accédé sans permission à des données internes, incluant également des métadonnées système. La plateforme précise que les mots de passe ainsi que les informations financières et bancaires n'ont pas été compromises lors de cette intrusion, et bien que Substack affirme n'avoir aucune preuve d'une exploitation active des données dérobées à ce jour, l'entreprise avertit ses utilisateurs d'un risque accru de campagnes de phishing ou de smishing. La faille de sécurité à l'origine de l'accès illégitime a été colmatée, mais la nature exacte du vecteur d'attaque ainsi que le nombre total de comptes affectés n'ont pas été communiqués. Une investigation technique complète est actuellement en cours pour sécuriser l'infrastructure et prévenir toute récurrence. Il faut savoir que Radio CSERT s'appuie sur Substack pour envoyer sa newsletter. On a envoyé un mail à tous les abonnés de la newsletter pour mettre en garde sur les demandes de fonds associées à celle-ci. Radio CSERT restera bien entendu gratuit. Je ne vous demanderai pas d'argent. Si on vous demande de mettre de l'argent suite à des problèmes sur Substack, c'est faux. Selon un rapport de recherche publié par Untrust Security, des acteurs malveillants exploitent activement 2 vulnérabilités critiques dans SolarWinds Web Helpdesk pour compromettre des réseaux d'entreprises. Les failles ciblées sont les CVE 2025 40551 et la CVE 2025 26399. Ce sont 2 vulnérabilités de désérialisation de données non fiables qui permettent une RCE sans aucune authentification. La CVE 2025 40551 a d'ailleurs été intégrée au catalogue KEF de la CISA le 3 février dernier. L'analyse technique révèle une chaîne d'attaques sophistiquée débutant par l'exécution de commandes arbitraires via le processus Java de l'application. Les attaquants déploient ensuite l'agent de Remote Monitoring and Management Zoo Manage Engine, récupéré via la plateforme d'hébergement Catbox, pour établir un accès persistant et mener des opérations de reconnaissance dans l'Active Directory. Le rapport souligne également le détournement de Velociraptor. C'est un outil légitime de Digital Forensics et Incident Response utilisé comme framework de command and control. Ce dernier communique avec l'infrastructure des attaquants via des Cloudflare Workers pour garantir la redondance de leur accès. Les opérateurs installent des tunnels Cloudflare Head et dans certains cas configurent une backdoor SSH via QEMU masquée sous une tâche planifiée nommée TPM Profiler. Microsoft, qui a également observé ces intrusions précises, que les cibles identifiées sont des environnements à haute valeur stratégique. La Commission européenne a confirmé avoir été la cible d'une intrusion informatique ayant visé son infrastructure centrale des gestions des terminaux mobiles. Détectée le 30 janvier 2026 par le CERT-EU, l'attaque a compromis le système Mobile Device Management utilisé pour administrer la flotte de smartphones et de tablettes des fonctionnaires européens. Bien que l'institution n'ait pas officiellement nommé l'éditeur concerné, l'incident coïncide avec la divulgation par Ivanti de 2 vulnérabilités critiques du type Code Injection affectant sa solution Endpoint Manager mobile et s'est référencé sous les CVE 2026-1281 et la CVE 2026-1340. Ces failles 0D
vont permettre à un attaquant distant et non identifié d'exécuter des commandes arbitraires sur le serveur avec des privilèges élevés. Selon les données de la fondation Shadow Server et de l'autorité de protection des données néerlandaise, également impactée, l'exploitation de ces failles est massive et globale. Grâce à l'intervention du CRTU, ce qui a permis de circonscrire l'incident et de nettoyer les systèmes en moins de 9 heures, la commission précise qu'aucun terminal mobile n'a été directement compromis, mais admet que des noms et des numéros de téléphone du personnel ont pu être consultés. Le NCSC néerlandais recommande désormais aux administrateurs de considérer tout système EPMM exposé comme potentiellement compromis, de renouveler les secrets et de surveiller tout mouvement latéral au sein du réseau. L'agence de cybersécurité de Singapour, la CSA, a révélé l'existence d'une campagne d'espionnage cybernétique d'envergure menée par le groupe APT-UNC 3886, liée aux intérêts chinois. Cette opération a ciblé les 4 principaux opérateurs de télécommunications du pays: M1, Simba Telecom, Singtel et StartHub. Actif depuis au moins 2022, ce groupe est spécialisé dans l'exploitation des équipements de périphériques et de technologies de virtualisation pour obtenir un accès initial. Selon cette analyse de la CSA, UNC 3886 a utilisé des capacités techniques avancées, incluant l'usage d'un exploit 0-day, pour contourner un firewall périmétrique et exfiltrer des données techniques. Dans un second vecteur d'attaque, les acteurs ont déployé des rootkits sophistiqués pour établir une persistance furtive au sein des infrastructures critiques, et ces techniques concordent avec les observations de Signia, qui observe ce groupe au cluster FireAnt, alors c'est Fire ANT, connu pour ses intrusions dans les environnements VMware 60, vCenter et les appliances réseau. Alors bien que des segments critiques des réseaux télécoms aient été infiltrés, les autorités affirment qu'aucune interruption de service n'a été constatée et qu'aucune donnée client n'a été dérobée. L'opération de réponse aux incidents baptisée Cyber Guardian a permis de neutraliser les points d'accès du NC 3886 et de renforcer les capacités de monitoring des opérateurs ciblés. Lors de la conférence FOSDEM 2026, René Meusel, mainteneur de la bibliothèque cryptographique Botan, a alerté sur les risques de sécurité induits par les optimisations agressives des compilateurs modernes, et plus particulièrement GCC version 15.2. Selon l'expert, les compilateurs privilégient désormais l'efficacité au détriment de la sécurité, neutralisant par inadvertance les protections contre les attaques par canaux auxiliaires ou les side channel attacks. L'analyse technique montre que GCC, lors de la dernière utilisation du flag d'automatisation, le fameux "-O3", le O majuscule 3, parvient à identifier la logique booléenne derrière les implémentations en temps constant. En tentant d'éliminer les branchements conditionnels coûteux pour le CPU, le compilateur réintroduit des sorties anticipées dans les boucles de vérification de mot de passe. Ce processus expose de nouveau le système à des mesures de timing précis, permettant de déduire des secrets par brute force. Et pour contrer ce comportement, les développeurs de Botan sont contraints d'utiliser des techniques d'obfuscation complexes. Celles-ci incluent l'utilisation de masquage binaire et en dernier recours de l'insertion d'inline assembly factice. Cette méthode inline ASM sert de barrière opaque, empêchant l'optimisateur d'analyser le flux de données et de supprimer le code garantissant la neutralité temporelle. René Meusel souligne que cette lutte constante contre les optimisateurs rend le développement de primitifs cryptographiques de plus en plus complexe et sujet à l'erreur humaine. Ça fait du bien de lire ce niveau. Alors j'ai retenu un article qui m'a vraiment surpris, c'est que selon une analyse publiée par ZDNet, Linux s'est imposé comme le système d'exploitation unique et indispensable de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Sans cette base open source, les technologies actuelles comme ChatGPT n'auraient pu voir le jour faute d'une infrastructure capable de gérer la complexité des charges de travail distribuées. L'actualité technique se concentre sur l'optimisation du noyau Linux pour les architectures de nouvelle génération. Que ce soit Red Hat ou Canonical, ils ont annoncé lors du CES 2026 des distributions spécifiquement conçues pour la plateforme NVIDIA Vera Rubin. Ces systèmes offrent un support Day Zero pour le processeur Vera, ce qui est une architecture ARM, et les GPU Rubin, qui permettent une réduction par 10 des coûts d'inférence pour les modèles de type Mixture of Experts.
Alors ce que je retiens, c'est que le noyau Linux a subi des transformations structurelles majeures pour devenir un véritable OS d'accélération matérielle. On parle de la gestion mémoire. Il y a une intégration de la gestion hétérogène de la mémoire et du standard CXL 3.1. L'ordonnancement, les accès directs. Et vraiment, cette domination de Linux dans le marché de l'IA redéfinit le marché de l'emploi IT, où les rôles hybrides combinent administration système, tout ce qui va être MLOps, et deviennent la norme pour la gestion des usines d'IA à d'échelle gigabit. Ce que j'ai voulu surtout mettre en avant, c'est que quand vous faites de l'opérationnel, que vous voulez, qu'on arrête le côté un petit peu PowerPoint, eh ben, il faut bosser sous Linux, parce que c'est vraiment là que ça marche. Alors effectivement, c'est très compliqué pour des analystes qui sont habitués à Windows d'arriver sur un Linux de base, mais je vous assure que même sur les serveurs, sur tout ce qui va être outils de performance, de génération d'IA, il n'y a pas mieux, quoi. Donc je me suis fait plaisir. C'est l'article, ouais, j'en avais envie. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio Cessert. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou par email sur radiocessert@gmail.com. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode.